Moi, c'est Kevin Leguet. Je suis suivi par le SAMSA Rétablissement d'Espérance 63 depuis le 16 mars 2021 à Clermont-Ferrand. Je suis également représentant des usagers. Mon objectif principal étant de vaincre ma phobie sociale. Comme vous pouvez le voir, je suis là aujourd'hui devant de nombreuses personnes à témoigner. Je vais alors laisser Julien se présenter à son tour. Bonjour, je suis Julien Tisserand, je suis usager du SAMSA d'Espérance 63 à Clermont-Ferrand. Je suis un parcours de réhabilitation sociale depuis 3 ans et mon objectif est le retour à l'emploi avec ou sans RQTH. Donc rapidement, on a fait un index pour voir comment on va dérouler la présentation qu'on vous fait tout de suite. Ensuite, on parlera de l'organisation, comment la structure nous a permis de mieux nous organiser. Ensuite, on parlera des activités qui sont présentes au SAMSA. On vous parlera un petit peu de l'autonomie aussi. Ensuite, on verra les échelles qui ont déjà été abordées précédemment, mais voilà, on donnera notre ressenti de l'intérieur. Ensuite, on pourra parler de nos motivations personnelles ou partagées. On verra aussi les outils qui sont proposés par le SAMSA pour le rétablissement. On traitera ensuite de après le SAMSA, puisque c'est un accompagnement sur une période, et après, voilà, on prend un peu notre envol. Et puis, on terminera sur le petit mot de la fin, pour vraiment donner l'essentiel de notre ressenti et résumer un petit peu tout ça. Alors, merci d'être ici avec nous pour parler de réhabilitation. Nous sommes ici pour partager notre expérience en tant qu'usager du SAMSA. Nous allons dérouler la présentation en essayant d'être le plus clair et concis possible, puis vous pourrez poser des questions à la fin si vous en avez. Donc voilà, vous savez sans doute qu'il y a autant de ressentis différents pour une seule et même expérience. Cependant, nous tâcherons avec Kevin de mettre en avant les points communs qui sont apparus pendant nos parcours respectifs. Alors, on va vous parler d'organisation, l'organisation de son temps, de la vision d'ensemble que cela nous a permis d'avoir et des différentes aides pratiques du quotidien. On va voir comment l'équipe nous a aidé à gérer son emploi du temps, un emploi du temps. Alors, nous planifions nos rendez-vous avec l'équipe éducative et infirmière et également avec divers rendez-vous médicaux. L'équipe du SAMSA m'a soutenu pour les tâches administratives et les premiers rendez-vous médicaux, dont je suis actuellement en complète autonomie. En ce qui concerne la gestion du temps, entre loisirs et obligations, il est important d'avoir un équilibre entre les passions comme la photo, les balades, l'aide à la personne et nos rendez-vous de santé. Le SAMSA nous aide à y voir clair et à avoir une vision d'ensemble. Nous abordons alors la partie B, la vision d'ensemble et la projection. En ce qui me concerne, l'équipe m'a sollicité à utiliser un agenda. Donc moi j'utilise mon portable, étant donné que je l'ai toujours sur moi. Et étant un adepte de la technologie, je n'arrivais pas à prendre en main le support papier. J'utilise donc des codes couleurs et des notifications selon le type de rendez-vous. Bon, j'ai quand même un support papier pour les rendez-vous annuels et très importants, comme les rendez-vous ophtalmo, mais cela me permet de mieux anticiper et mieux m'organiser. Julien va vous dire comment l'équipe nous a permis de définir des objectifs à court, moyen et long terme et les différentes aides pratiques que nous apporte le SAMSA. Oui, voilà, on va pas effectivement avoir un agenda papier, moi ça m'a changé ma vie. Ça permet de se projeter, d'aller voir plus loin. Et donc ça permet aussi de voir quand on crée des objectifs à court, moyen, long terme, ça permet de valider des choses, ça permet d'être plus précis, de ne pas prendre son rendez-vous par téléphone et puis en fait, ah mince, j'ai fait une erreur de saisie, donc je suis obligé de rappeler, donc c'est beaucoup plus simple, revu. Ensuite, les aides pratiques du quotidien, effectivement, le SAMSA peut nous aider pour tout ce qui est, par exemple, suivi
budget, si il y a besoin. Dans les démarches administratives, des fois on a droit à certaines aides et on n'était pas au courant, donc c'est bien aussi d'avoir un soutien de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est retour à l'emploi, aide au logement quand c'est nécessaire. Les différentes activités qu'on fait au SAMSA, là, dans plusieurs catégories. On commence par celles qui sont donc encadrées, c'est-à-dire que les intervenants et les usagers ont défini ensemble de se retrouver dans un lieu convenu. Et du coup, c'est transformé concrètement par des pique-niques au jardin Lecoq, avec même un petit rayon de soleil, un atelier bien-être, vraiment aux petits oignons. On se fait des soins du visage, des massages assis. Bon, franchement, on est chouchoute. D'abord, on est chouchoute. Voilà. Et puis, il y a le parcours pour soi, justement, qui était un atelier qui permettait de mieux comprendre les émotions, les sentiments, des exercices, je pense qu'on a fait, mais de respiration, pour se calmer lors d'une crise d'angoisse, ce genre de choses. C'est vrai que c'était vraiment intéressant de voir comment on peut contrôler, canaliser ses émotions, ses sentiments. C'était vraiment un atelier. On a également des sorties semi-encadrées, c'est-à-dire que les sorties sont organisées par les usagers et l'appui des éducatrices, mais seuls les usagers sont présents lors des activités. Nous avons fait alors du bowling entre nous, on s'est baladé au marché de Noël, ou encore nous avons mangé une crêpe à jaune. Leurs crêpes sont trop poils. Alors certains des usagers se retrouvent pour d'autres activités en totale autonomie. Comme vous pouvez le voir, voici quelques exemples de sorties que nous avons fait. Une séance de cinéma avec le film intitulé La famille Asada et un atelier de cuisine à l'association Co-Cooking. Alors Co-Cooking, en fait, c'est une cuisine de quartier où des gens se réunissent pour tout simplement manger et discuter avec des gens venus de tous les horizons. Ou alors apprendre à cuisiner, s'échanger des recettes, des petits plats. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de convivial et que j'ai découvert un peu par hasard et qui propose le jeudi et le vendredi de participer à un atelier autour de la nourriture et de l'entraide. Les échelles, en fait, ce sont des tests qui sont effectués de manière assez régulière pour mesurer en fait l'évolution de la maladie et puis surtout le ressenti des usagers en fait par rapport à la gestion de leur maladie. Les points forts et les points faibles de l'individu en fait ils sont mis à jour pour progresser vers le rétablissement. Alors là, on a affiché l'ARS et l'ILADEB, que le SAMSA a parlé justement. Et ce sont deux exemples d'échelles sous forme de carte lors du parcours SAMSA Rétable, ciblés sur nos envies, nos capacités et nos choix de préférence. Et du coup, les échelles, c'est vraiment un outil vraiment intuitif, interactif pour se situer en fait dans le parcours de rétablissement. Ça sert en fait à ouvrir un peu le dialogue hein, sur ce qui nous tient le plus à cœur, pour justement ensuite trouver des leviers pour stimuler la personne en fait en fonction de ses centres d'intérêt. On va ensuite parler des motivations. Motivation personnelle, motivation commune. Alors pour Julien, c'est aider les autres, comprendre l'humain. Et pour Kevin, c'est faire de la photo, avoir une meilleure estime de soi et du monde qui nous entoure. Nous avons également des passions communes comme la pérédance.
Alors la pérédance est pour moi une étape au rétablissement, en mettant en valeur notre vécu, notre expérience de vie pour aider son père, son prochain, à se rétablir. Le père aidant est pour la plupart du temps vecteur d'espoir. Le père aidant sait maîtriser ses symptômes de sa maladie et peut permettre de faire le lien entre les soignants et les soignés. Avec Julien, nous sommes également sur des groupes de réseaux sociaux comme WhatsApp ou Discord, où nous discutons avec des pères aidants ou des gens qui aspirent à l'être. Ensuite, on va vous parler donc, des outils du rétablissement. Il y a deux gros pôles, il y a la chimie et l'encadrement. Alors pour l'encadrement, c'est également un outil du rétablissement. Alors seule la chimie ne serait pas suffisante. Une grosse partie du rétablissement passe par l'encadrement et l'accompagnement de l'usager par des professionnels de santé. L'hygiène de vie est un facteur important, surtout pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Le paramédical ne doit pas être négligé. Pour ma part, étant diagnostiqué avec un trouble psychique, l'équipe du SAMSA m'a aidé à voir au-delà de la maladie. Dans un premier temps, avec de la réassurance de leur part, et elles m'ont également ouvert les yeux sur les perspectives qui s'ouvrent à moi. Le premier objectif étant atteint, je peux faire place au renouveau et je vois les choses en grand. Moi, je vais préciser que vraiment, la chimie, c'est la base, mais l'encadrement, c'est au moins, si ce n'est même plus important. Parce que moi, si tout ça, tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'encadrement existait déjà à l'époque où ma maladie s'est déclarée, j'aurais gagné énormément de temps, de confiance et d'outils vraiment très pratiques au quotidien. On va parler ensuite de l'après-SAMSA, c'est-à-dire les bagages qu'on a pu acquérir pour la suite et puis les différentes voies possibles qui se présentent en fin de parcours. Pour moi, étant donné que cela fait 2 ans que je suis suivi par l'équipe d'Elisabeth Nolot, chef de service d'Espérance 63, nous avons décidé tous ensemble de poursuivre l'accompagnement si la MDPH nous l'accorde, dans le but de consolider les bases et m'aider à atteindre mon objectif qui est et sera le diplôme universitaire de père aidance et de continuer ma passion pour la photo. Effectivement, pour les bagages pour la suite, que ce soit reprendre un emploi avec RQTH ou pas, le passage par le SAMSA permet d'acquérir des automatismes, de s'investir dans une mission, d'être plus confiant, plus clair, moins appréhender ce qui peut se passer. Et les différentes voies possibles, et bien justement, Kevin parlait de pérédance. C'est donc quelque chose qui fait que, en fait, c'est un ancien patient qui, du coup, va faire, de par son expérience personnelle, va pouvoir faire le lien entre les soignants et les soignés, expliquer des fois un peu mieux de l'intérieur comment se passent les choses. Et voilà, donc en sortie de parcours du SAMSA, il y a cette possibilité de pérédance ou de reprendre un emploi avec ou sans RQTH. Le petit mot de la fin. Donc, le petit mot de la fin, en fait, c'est un long texte. Voilà. Donc, pour dire, le SAMSA, moi, m'a permis de mieux m'organiser à court, moyen, long terme, aider à définir des objectifs pour se projeter. SAMSA, c'est aussi une écoute des besoins de l'usager. C'est construire un programme sur mesure avec une équipe pluridisciplinaire autour des souhaits de l'individu. On peut dire que le SAMSA est tout un parcours pour qu'un individu confronté à la maladie mentale puisse s'épanouir, soit professionnellement ou personnellement. On parle alors de processus de réappropriation de sa vie, ses objectifs, et du coup
c'est agir avec l'espoir de devenir un citoyen reconnu et estimé à sa juste valeur. Et je terminerai en donnant quelques conseils, si on peut dire, aux gens qui pourraient passer par ce même stade. C'est déjà de bien respecter l'observance. L'observance, c'est quoi? C'est le fait de bien prendre son traitement régulièrement pour que les choses soient stabilisées. Oser demander de l'aide, parce que c'est vrai qu'au début, on pense qu'on est assez fort pour résoudre les choses tout seul, que ce soit par orgueil ou par déni, oui. C'est être bien encadré le plus tôt possible, puisque plus l'encadrement se fait tôt et plus c'est facile pour la suite. Très important, conserver une bonne hygiène de vie, alimentation, santé, gestion du temps, argent, logement, emploi. C'est vraiment indispensable, surtout pour des gens présentant une pathologie psychologique. Et enfin, c'est vraiment être acteur de son rétablissement. Et pour moi, le SAMSA m'a permis de prendre confiance en moi et d'être moins passif en passant un statut d'acteur de ma vie. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Du coup, si vous avez des questions, on peut prendre un petit temps pour vous répondre. Ça fonctionne, le micro. Merci. Je voulais juste savoir s'il était possible, en complément de l'accompagnement du SAMSA, de bénéficier des services du centre de réhab. Alors oui, puisque moi c'est mon cas. Ça a été mon cas, et effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais même que c'est très bien de pouvoir orienter les bénéficiaires sur CACR, leur proposer des ateliers, puisque nous, par exemple, au SAMSA d'Apromarine, on a développé que 2 ateliers, donc on n'a pas beaucoup puis il y a des centres d'experts en réhabilitation à Sainte-Marie au CHU, enfin, il faut en profiter, donc oui, c'est très bien, c'est un très bon complément. J'ajouterais juste qu'on travaille vraiment en partenariat, en fait. C'est-à-dire que le centre de réhab peut nous orienter aussi des personnes, ou nous, on peut également les orienter vers le centre de réhab. Bien sûr, les personnes qui font des échelles déjà au niveau du centre de réhab ne vont pas les refaire également au niveau des SAMSA, sinon ça va être très redondant pour elles. Donc l'importance de la coordination est réellement présente. Donc on se met réellement en lien avec les infirmiers référents, on fait des synthèses également quand il y a besoin. Un petit exemple juste concret, il y a un atelier qui s'appelle SKIT, il y a une des bénéficiaires que je suis, qu'on suit au SAMSA, qui le fait actuellement à Sainte-Marie. Eh bien moi je suis référent, je suis son practice partner, je fais les devoirs avec la personne, elle les fait, et on les fait ensemble entre 2 séances. Elle vient au SAMSA et on fait les devoirs ensemble pour un peu voir ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris, comment je peux l'aider. Donc on travaille vraiment tous ensemble. Alors on avait une autre question ici, que je donne. Merci. Il a été posé tout à l'heure qu'il s'agissait bien d'une démarche personnelle de changement à l'origine. J'aimerais savoir quelle est la porte d'entrée en fait, pour entrer dans le dispositif. Est-ce que c'est vraiment une démarche personnelle, une demande de l'usager, ou est-ce que c'est plutôt un fléchage ou une prescription extérieure? Je pense que ça dépend des individus. Après, effectivement, quand on est dans un service et proposer d'autres choses, et puis de fil en aiguille, des fois on arrive comme ça
ou alors ce sont les encadrants qui nous mettent en lumière le fait que, ah tiens, peut-être que ça serait bien pour vous aussi d'être dans ce cadre-là, ça vous permettra de reprendre confiance ou de travailler des points plus précis. Sachant qu'il faut une orientation quand même par la LDPH. Donc à un moment donné, on demande quand même l'avis de la personne. Et pour que ça soit du rétablissement, il faut vraiment que la personne soit dans cette démarche-là. Donc soit c'est la personne qui aura travaillé par d'autres professionnels, soit au niveau de la réhab, ou soit avec une assistante sociale, ou avec d'autres psychiatres, sur cette envie-là en fait. Donc c'est réellement un travail qui se fait avant, pour qu'elle soit réellement actrice de son projet, la personne, et qu'ensuite il y ait l'orientation au niveau de la MDPH. On peut rencontrer des gens absolument pas motivés, qui viennent là par le mandataire judiciaire ou le psychiatre et tout, et eux finalement, ça peut très bien matcher aussi. Ouais, tout dépend de la personne. On peut penser à un mauvais départ, et alors que pas du tout. Si la marionnette prend, si la relation prend bien, et finalement, voilà. Tout à l'heure, vous parliez des échelles. Vous disiez que ça vous permettait en fait d'ouvrir le dialogue et puis certainement de voir là où vous en étiez dans votre vie et puis permettre de pouvoir en tirer des objectifs à venir. Moi, je voulais savoir comment ces échelles vous sont-elles présentées de manière ludique, sous forme de pictogrammes, des questions. Par rapport à ça, est-ce que vous arrivez à vous y retrouver avec ces échelles et surtout, quel était votre ressenti? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Donc déjà, oui, comment vous sont présentées en fait ces échelles, ça. Alors les échelles, je ne sais pas si on a vu tout à l'heure, en fait c'était sous forme de cartes. Oui, alors les échelles, c'est on pose une question et vous répondez sous forme de smiley ou de êtes-vous d'accord, pas du tout, un peu. C'est ça. Je comprends, d'accord. Parce que moi, sur les échelles que je suis le plus, c'est les échelles où c'est des dessins qui correspondent à des situations. Vous avez les cartes des situations réellement, au niveau de l'ADEME et au niveau de la MRS. Donc là, c'est du ludique. Et après, il y avait un peu des questionnaires, en fait, avec des cases avec plus souvent, moins que, plus souvent. Donc il y a toute une subtilité que les personnes elles doivent avoir en fait pour pouvoir y répondre. Parce que souvent, dans ces questionnaires-là, on fait ça, il y a un certain nombre de discussions à la fois de l'ADEB à l'EMF, des vécus, peut-être, mais là, c'est également des entretiens dirigés, et donc là, il va y avoir un échange et aussi, en fait, et nous, on va pouvoir ouvrir un dialogue. Donc il y a un peu des trois. Et quel est votre ressenti par rapport à ces échelles? Est-ce que c'est difficile pour vous de les remplir? Est-ce que... Moi, je sais que je vais me prendre mon temps pour être le plus en accord avec moi-même. Donc, ça prend le temps qu'on veut y mettre, mais voilà, moi j'essaie d'être le plus sincère et précis possible dans ces échelles pour que ça me serve le plus. Pour moi, les échelles, il y en a qui sont vraiment ennuyantes. Et qu'il y a des questions, enfin, ça se limite à double sens, enfin, on ne comprend pas vraiment le sens. Et à part l'ADEB et l'AES qui sont sous forme de cartes où on est en contact, enfin, en dialogue avec notre éducatrice ou notre infirmière qui sont. Là, ça se passe bien, enfin, c'est fluide. Mais sinon, on est seul dans une pièce, on répond aux questions et
c'est ennuyant. Alors, pour juste compléter par rapport à votre question, qui est importante, hein, parce que les échelles psychométriques, elles peuvent paraître effectivement parfois lourdes, hein, mais en tant que clinicien, on s'est toujours appuyé sur l'idée, enfin sur une double idée. La première, c'est quand même c'est des auto-évaluations. Donc ça laisse vraiment la parole à l'usager, hein, et ça lui permet d'exprimer, et parfois, jusque-là, c'était pas toujours le cas, son propre ressenti. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, mais qu'il faut quand même avoir en tête, c'est quand même des échelles psychométriques qui ont un objectif, c'est d'avoir un sens ensuite dans le soin quotidien de la personne. Et souvent, on avait des évaluations un peu intuitives, hein, alors que là, on a vraiment un repérage qui permet ensuite de visualiser une évolution. C'est le deuxième élément. Et le troisième élément qui reste capital, c'est que ces échelles, elles servent à la recherche derrière. C'est-à-dire que l'ensemble des évaluations qui sont faites sur les SAMSA, elles sont identiques au niveau national. Il y a une mission d'appui, effectivement, qui guide aussi l'ensemble des SAMSA rétablissements sur le territoire français. Et derrière, les données qui sont prises dans ces échelles, en fait, elles permettent ensuite d'alimenter une base de données qui s'appelle Réabase, qui peut paraître effectivement peut-être un peu différente des pratiques d'avant, mais en tout cas qui permet ensuite, et c'est quand même ça l'essentiel, de montrer que finalement, toutes les actions qui sont mises en place en réhabilitation, elles ont un impact sur la vie des gens, elles ont un impact sur les soins, elles ont un impact sur leur qualité de vie, sur leur amélioration de leur connaissance de la maladie, etc. Donc voilà, effectivement, ça peut être complexe, ça peut être vu comme quelque chose qui, comme vous le dites tout à fait, Kevin, est parfois difficile. Mais n'empêche que derrière, c'est ça qui montre à nos autorités de tutelle que la réhabilitation, ça a un sens et que ça a un intérêt en termes de santé publique. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer à travers ça. C'est aussi la petite idée à avoir en tête derrière. Et je voulais rajouter que tout au long de l'année, l'insight de l'usager évolue. Et que du coup, moi je trouve ça dommage qu'on fasse les échelles qu'une fois par an. Elle devrait être faite plusieurs fois par année, parce que ça dépend aussi de comment c'est réveillé, de plein de facteurs en fait. Et que ça devrait être fait au moins 2 fois par an pour avoir un meilleur avis. Après, pour rassurer aussi peut-être, on ne passe pas toutes ces échelles le même jour, nous au niveau du SAMSA, on répartit quand même les échelles, s'il y a besoin on fait des pauses aussi, on peut couper les échelles en plein milieu au niveau de l'ELADEB et l'AES, mais au niveau du SAMSA on prend réellement le temps de le faire avec les personnes, et si c'est pas le moment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour certaines personnes, parce qu'au niveau psychique, les personnes elles sont pas bien, et ben on attend, c'est pas grave, on voit réellement avec la personne si c'est le bon moment pour réaliser cette échelle, et parce que ça évalue réellement à un instant T. Donc effectivement, plus on va les évaluer, plus on va voir l'évolution au niveau des insights et au niveau des besoins de la personne. Oui, une question sur le nombre de places. Il y a 31 places donc en SAMSA. Est-ce que cela est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, connaît-on les besoins? C'est une excellente question. Et en fait, il faut avoir en tête que c'est un dispositif qui a mis du temps à démarrer. Et du coup, jusqu'à il y a très peu de temps, puisqu'on a eu différentes rencontres avec des partenaires des SAMSA, mais aussi les financeurs, on avait des retours que c'était peut-être un dispositif qui peinant à démarrer, avait moins d'intérêt. Et que des places pouvaient être rebasculées sur d'autres dispositifs. Alors je peux dire que l'ensemble des partenaires des SAMSA et puis du Centre de conjoint de réhabilitation et la mission d'appui, on a milité pour qu'au contraire, les choses non seulement perdurent, mais surtout ensuite qu'elles puissent s'étendre, parce que nous sommes tous persuadés que c'est un démarrage, mais que derrière, les besoins ils sont croissants et qui vont aller effectivement dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une mission simple, on est aidé, mais effectivement, à notre sens, au regard de la population locale, 31 places, ça peut paraître peut-être modeste,
C'est peut-être une première étape. Et pour compléter, pour que justement ces dispositifs puissent vivre et puis répondre aux besoins que l'on juge, c'est ça. Il y a un gros travail de partenariat, comme on disait tout à l'heure, avec ces équipes et de communication. On se rend compte que les équipes pouvaient adresser, connaissaient ces dispositifs et on a fait énormément de travail là-dessus. Donc on espère que ça porte ses fruits, mais je crois que c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, en tout cas, merci à vous, vraiment.